Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur le podcast After Fight. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en compagnie toujours de Majid. Majid, ça va la forme? Ça va impeccable et toi, Melki, comment vas-tu? Ouais, super, super. Aujourd'hui les amis, on a l'honneur et le privilège d'avoir Nico Lahotte avec nous. Nico, comment tu vas? Ça va très très bien, merci. Merci pour l'invitation. Déjà, je suis honoré d'être en votre présence aujourd'hui, ce soir. Et puis voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment, qu'on va échanger, que ça va être cool. Merci d'avoir répondu présent. Je voulais, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Yes. En deux mots, je suis entraîneur, préparateur physique, nutritionniste et je suis spécialisé dans les sports de combat. D'accord. Je sais que tu as aussi été combattant. Tu as commencé Yes. étant combattant. Je voulais savoir, je rentre direct dans le vif du sujet, comment tu as fait le parallèle entre la vie de combattant et passer entraîneur? En fait, quand j'étais combattant, j'étais déjà entraîneur. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai suivi un parcours, STAPS, j'étais jusqu'au master, j'ai terminé aux US, je suis rentré en France et quand j'ai commencé à exercer et ben, en parallèle, je m'entraînais et je combattais, je faisais des compètes, quoi. Parce qu'à l'époque, je faisais des compètes plutôt au niveau national en grappling et cetera et puis, en parallèle, moi, j'étais déjà dans des salles, dans lesquelles j'aidais sur la préparation physique et cetera. Et puis j'avais ce projet de passer aussi sur l'enseignement des sports de combat. Et donc quand je suis rentré, que je m'entraînais et que je faisais les compètes, en parallèle, j'ai commencé à passer les diplômes d'entraîneur qui sont les BPGEPS. Et quand on passe ces diplômes d'entraîneur, il faut faire un certain nombre d'heures dans des salles dans lesquelles on entraîne. Et donc à l'époque, j'ai commencé à entraîner, c'était au NR Fight. En tant que j'avais déjà entraîné comme ça, dans des petits groupes de manière non officielle, dans des salles et cetera. Mais là, c'était la première fois que j'avais un cours, donc c'était le cours du vendredi matin au NR Fight à l'époque. Et puis en parallèle, j'ai commencé à passer d'autres diplômes. Ça, c'était le diplôme, de grappling de la fédération de lutte. En parallèle, je passais le diplôme, de la fédération de sport de contact, mention activité pugilistique, ça s'appelle. Et donc j'ai commencé aussi, à donner cours au MMA Factory. Et donc, d'abord sur les amateurs, je continuais à combattre. Ensuite, je suis revenu des championnats du monde, amateurs où j'avais fait troisième. Donc là, j'ai commencé à encadrer les professionnels, ce qui était très intimidant pour moi parce que, à l'époque, sur le MMA Factory, il y avait largement le plus beau tapis de France. C'est-à-dire qu'il y avait 3 combattants UFC en même temps sur le tapis. Il y avait Karl Amoussou qui revenait des États-Unis, qui avait gagné, le tournoi du Bellator. Il y avait Tonton qui avait gagné et cetera. Et moi, j'étais un petit jeune qui était très, très loin du niveau de ces mecs-là et qui pourtant, à qui on avait confié cette tâche et la tâche et la confiance de dire: «OK, tu vas encadrer, les cours». Et heu et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris à cette époque qu'encadrer un cours, ça veut dire proposer des situations, d'entraînement dans lesquelles je vais pouvoir faire progresser les gens qui s'entraînent. Ça ne veut pas dire être meilleur que Michael Lebou qui était à l'UFC, que Taylor Lapillus qui était à l'UFC, que Francis. Ça ne veut pas dire que si tu me mets sur un tatami, je vais les battre. Ça veut dire que je suis capable en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, de comprendre dans quelle situation il faut les mettre pour les faire progresser. Et ça, pour moi, ça a été à la fois une chance et ça a été un tournant, une révélation, puisque j'ai compris qu'au final, et d'un point de vue physique et d'un point de vue technique, tu peux entraîner des gens qui sont bien meilleurs que toi. Et heureusement, puisque le mec qui entraîne Usain Bolt, comme le mec qui entraîne Kylian Mbappé, il n'est pas meilleur au foot que Kylian et l'autre n'est pas meilleur en sprint que Usain Bolt. Donc il faut des gens qui ont la réflexion pédagogique de savoir comment mettre en place des situations, comment mettre en place des programmes d'entraînement qui font progresser les gens sans pour autant être eux-mêmes forcément capables d'appliquer tout ça. Je sais que tu es enseignant aussi au CREPS. J'étais enseignant au crêpes, j'ai arrêté, mais j'ai été enseignant pendant 2-3 ans. C'est un truc que j'adorais. C'est vraiment quelque chose que j'ai arrêté presque à contre-cœur. Mais c'est entre guillemets, c'est la rançon du succès. C'est qu'à un moment quand tu as pas mal de sollicitations et que tu fonctionnes bien, tu es obligé de faire des choix et donc le choix à l'époque le plus facile à faire, c'était d'arrêter l'enseignement au Crêpes. Mais c'est un truc moi
que j'adorais. J'enseignais la méthodologie de l'entraînement au BPGEPS AG2F, donc ce qu'on appelle nous les coachs sportifs, quoi, les gens qui sont dans les salles et qui aident à la remise en forme ou sur les plateaux de musculation, etc. Et c'est génial parce que c'est sur des tout petits groupes. Donc moi la première fois, je crois que j'avais 12 personnes. Après, on est monté jusqu'à 20. Je me plaignais un peu quand on était à 20, mais 20, ça reste une classe toute petite. C'est des gens qui ont souvent un parcours professionnel au préalable. Donc, c'est des gens qui sont rentrés dans la vie active, parfois le plus ancien de la promo qu'on ait eu, il avait 53 ans. C'était un mec qui était à l'armée pendant des années et des années et qui faisait une reconversion. Donc, tu as ce truc-là qui est super intéressant. Et puis, en plus de tout ça, nous, on avait la salle de cours au CREPS. Et juste à côté, tu avais la salle de préparation physique dans laquelle moi, je donnais la prépa physique. Et donc, on était en cours et puis j'expliquais, je sais pas, le développement de la force maximale. Et puis, quand je voyais qu'il commençait à piquer du nez et à plus rien comprendre à ce que je disais, vas-y les gars, on passe dans la salle d'à côté et on faisait du développement de la force maximale. Et ça, en termes de conditions de l'apprentissage, il n'y a pas mieux, quoi. Et justement, tu disais que tu avais un passé de combattant. Est-ce que tu penses que, mis à part le coach de qualité que tu es, aujourd'hui, tu as cette légitimité auprès des combattants dans le sens où toi aussi, tu as pu rentrer dans l'octogone? Peut-être. Alors, je ne sais pas si j'ai cette légitimité parce que j'ai pu rentrer dans l'octogone, mais peut-être que je l'ai parce que quand je montre une technique, comme je l'ai essayé, je l'ai ressenti, je suis capable de la démontrer, je suis capable de rentrer dans le sparring et d'échanger, bah, peut-être qu'effectivement, ça apporte un cran de crédibilité supplémentaire. Tu vois? Je dirais pas que c'est ça qui fait la crédibilité, mais je dirais que peut-être c'est une arme en plus, pardon, c'est un atout en plus dans cette optique de crédibilité, le fait de, bah, tu vois, ce mouvement, je le fais, je l'essaye, je peux le faire avec vous, on peut le travailler ensemble et du coup, je le connais ou cette sensation, je la connais, cette sensation de fatigue à tel moment ou cette sensation de doute ou et cetera et cetera. Et justement, toi, je sais que toi, la performance, c'est un petit peu au centre de tes compétences. Aujourd'hui, quand tu prends un combattant, je veux dire, comment tu t'adaptes à un combattant particulièrement? Parce qu'il y a plusieurs aspects Mmh. qui sont différents d'un combattant à l'autre, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Je pense qu'on ne parle pas assez du côté psychologique qui rentre pas mal en compte dans ce genre de domaine. Est-ce que toi, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment tu élabores tes programmes, tes Mmh. projets? En fait, la première étape et que souvent, les combattants, ils sont un peu étonnés sur cette étape, c'est une prise de connaissance. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple simple. Lucie, Berthaud avec qui, on a commencé à collaborer il y a quelques semaines, je dirais il y a 3-4 semaines, on a commencé à collaborer sur l'aspect cardiovasculaire et elle était étonnée à la base parce que je lui ai pas donné de programme cardiovasculaire. Je lui ai dit: «Si on veut développer ton endurance, il faut déjà que je comprenne ce que tu fais au quotidien». Et dans ce que tu fais, donc moi j'ai une application avec un cardio-fréquence-mètre et en fait toutes les données qui sont accumulées par quelqu'un au cours de la semaine, je les reçois sur mon application et ensuite ça fait des barres en fait, pour chaque jour ça fait une barre plus ou moins grosse selon le volume d'entraînement que tu as fait et ensuite dans cette barre, je sais aussi chaque zone. La zone bleue qui est la zone, vraiment cool, combien tu as fait de temps, la zone verte combien tu as fait de temps et la zone rouge combien tu as fait de temps et à partir de ça, je commence à dire, OK, j'identifie. Toi, tu es quelqu'un qui t'entraîne 4 fois, 5 fois par semaine. OK, dans ces 5 fois, tu as 90% du temps, tu es dans la zone bleue. Ce que je vois, c'est que tu montes pas beaucoup dans la zone rouge. Et quand tu montes dans la zone rouge, de quelle façon tu redescends? Et donc, par rapport à tous ces paramètres, et là, je te prends un exemple très précis, l'endurance. Mais moi, mon but, c'est de récolter un tas d'informations sur des informations quantitatives, comme ça, là, mais des informations aussi qualitatives. C'est-à-dire que quand je te fais faire un fractionné sac et que tu es fatigué, quelle est ton attitude? Est-ce que quand tu es fatigué, tu arrêtes? Est-ce que quand tu es fatigué, tu continues? Est-ce que quand tu es fatigué, tu restes technique? Est-ce que tu restes pas technique? Comment tu es frustré quand je te mets face à quelqu'un qui t'emmène au sol systématiquement? Et donc, moi, c'est comme si et c'est marrant parce que aujourd'hui, avant, c'est un truc qu'on avait mis au début, c'était que ça, tu vois, l'œil du coach. Ensuite, on est arrivé avec la science et puis on a dit: «Ouais, l'œil du coach, c'est de la merde, il y a que la science qui compte, les chiffres et cetera» et aujourd'hui, on est sur un coaching où on dit: «Il y a la science du coaching
effectivement, c'est les données que je récolte, etc. Et puis, il y a l'art du coaching. L'art du coaching, c'est toutes ces données, avec mon œil de coach, mon expérience, comment je les mets en sorte de dire, OK, pour moi, ton facteur limitant à l'heure actuelle, c'est tel aspect ou c'est tel aspect. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, par exemple, sur le plan mental, c'est là où tu pêches le plus. Ou non, aujourd'hui, sur le plan mental, tu es carré. Par contre, ta stratégie, tu n'as pas de stratégie. Tu arrives dans un combat, ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Donc, tu vois, ça, c'est l'analyse. Et ce qui est super intéressant, pour finir même là-dessus, c'est que là, je suis dans un gym, le Mamoudi Gym, qui est très, très fort et très connu sur le développement de cet aspect mental. C'est-à-dire que tu n'as pas un mec qui sort du Mamoudi Gym et qui n'est pas mentalement solide, qui n'est pas mentalement prêt au combat. Ça c'est impossible. Et donc, c'est super cool parce que je sais que cet aspect-là, il va être là. On le sait parce que le volume d'entraînement, la façon d'entraîner, les paroles, etc., de l'équipe, comment c'est organisé, l'aspect mental, il va être là. Et donc, moi, je viens plutôt, du coup, pas trop sur l'aspect mental parce qu'il est déjà là, je viens plutôt sur d'autres aspects. La gestion de la charge d'entraînement, la gestion des intensités, le technico-tactique, des choses comme ça. Et donc, c'est super intéressant. Tu parlais du Mamoudi Gym, justement, où il me semble, tu entraînes Elias et Ramzan. Durant toute ta carrière, tu as géré plusieurs combattants comme Imanov ou Taylor Lapillus. Quel est le combattant qui t'a le plus impressionné à la fois sur le sérieux, mais aussi sur l'aspect physique, le potentiel physique? Hmm. Bon, sur le sérieux, dans tous ceux dont tu viens de citer, c'est Nassour. Nassour, c'est un mec, bon, c'est la mentalité caucasienne, dagestanaise. C'est un mec qui il bouge pas, quoi. C'est rendez-vous 10 heures, il est à 10 heures. Je peux parler de Nassour, mais je peux parler de Slim, qui était tunisien, c'était pareil, quoi. Tu lui disais, Slim, il avait fait les Jeux Olympiques. Slim, tu lui disais rendez-vous à 10 heures, il était là à 9h45. Il attendait. Tu lui dis aujourd'hui, tu lui parlais d'une séance de malade. Il dit OK, et puis il faisait la séance, c'était ouf, quoi, la régularité, le truc. Aujourd'hui, j'avais Baki Baïsangour, qui est un petit jeune qui a 20 ans ou 21 ans, je ne sais pas s'il il y a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps. Pareil, Baki, il est d'un sérieux, tu vois, c'est les jeunes qui sont pleins d'avenir. Il faut en parler de ces jeunes-là. Parce que les mecs, ils sont là, et puis quoi que tu lui donnes comme charge de travail, bah, c'est OK, et il fait, et machin, et bidule, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que tu as une mentalité que tu retrouves beaucoup dans le Caucase, la Tchétchénie, le Daghestan, etc., qui est une mentalité très dure, très à l'écoute du coach et très à l'heure et très à cheval sur les règles. Ouais, ça, c'est sûr. Après, si on parle d'impressionner sur le talent, c'est encore autre chose. Tu vois, moi, les gens les plus talentueux que j'ai rencontrés, je parle souvent de Steven Dacosta, champion olympique de karaté. Karaté. Steven, je pense s'il voit cette interview, il va rigoler, quoi. Parce que moi, Steven, à l'époque, je m'occupais de la préparation physique du karaté. Et Steven, il passait une fois tous les 6 mois, 2 semaines avant une compète, il faisait une séance. Il me disait, ah, c'est génial, Nico, je vais être là tout le temps à partir de maintenant. Et puis, il ne revenait pas avant 6 mois après. Et c'est un mec, il a tout gagné. Championnat du monde, champion olympique. Et à chaque fois qu'il s'engage dans une. C'est quelqu'un qui sait gagner. Il sait gagner. C'est-à-dire que tu le mets dans la plus grosse des compétitions et il va trouver le moyen d'être performant au bon moment. Et ça c'est un mix de. Bon, tu es tombé au bon endroit, c'est-à-dire que ton père est prof de karaté, tes frères sont en équipe de France de karaté, donc tu es tombé dans la bonne culture. Et en plus de ça, parce que ses frères sont très très bons, mais lui est tellement bon, c'est tellement un surdoué qu'on ne parle pas de ses frères alors qu'ils sont médaillés mondiaux, médaillés européens. Mais si tu veux, lui, il a ce truc en plus qui fait que bah, c'est un génie dans sa discipline. Il maîtrise l'art à la perfection. Et ça, tu en as un, tu as eu Steven au karaté, tu as Clarisse au judo. Clarisse, j'ai discuté avec elle 2 mois avant les Jeux Olympiques et elle me disait qu'elle faisait 3-4 séances de judo dans la semaine. Le reste du temps, elle faisait autre chose que du judo. Et puis, tu as Cyril, voilà, Cyril, c'est un surdoué. Quand il est arrivé au MMA Factory, il est arrivé, il rigolait, il faisait des cours comme ça. Et puis, un an après, il va dans la cage et on a l'impression qu'il a 10 combats d'expérience, tellement ce qu'il fait dans la cage, c'est hallucinant. Il a une maîtrise, il te dit, et quand tu regardes le combat avec lui, en plus, il t'explique.
Il dit là, tu vois, en fait, j'étais tellement prêt que je peux pas prendre de coups. Là, je peux pas prendre de coups non plus. Et en fait, soit je suis là, et il te montre tout et tu dis, waouh, c'est pas du hasard. Le mec, il a un cerveau, il a une gestuelle, il a un apprentissage qui est ouf, même si à la salle, il est tout le temps en train de rigoler, c'est tout le temps bonne ambiance, détendue. Tu as quitté le MMA Factory. Est-ce que en tant que coach sportif, enfin, c'est pas trop dur de justement, on sait que c'est sûrement le rêve de beaucoup d'entraîneurs de pouvoir aller au MMA Factory quand tu as eu cette place. Je crois que tu as été pendant 10 ans. Est-ce que c'est pas dur justement de quitter cette place? Alors, j'ai fait 6 ans au MMA 6 ans? Factory. D'accord. Ouais, j'ai fait 6 ans. Est-ce que c'est pas dur? Je dirais que tu sais, c'est un peu comme le bac. Tu vois, je dis souvent, le mec qui a pas eu le bac ou qui a pas eu le brevet ou qui a pas eu tel diplôme, pour lui, toute sa vie, il se ressasse ou qui a pas été dans notre sport, qui a pas été champion de France, qui a pas été ch et ben, toute sa vie, il se ressasse et il se dit: «Ouais, si jamais j'avais eu le bac, si jamais j'avais été champion de France» et cetera. Et en fait, si tu l'as été, bah, c'est facile d'avancer parce que tu as été à la position et puis à un moment, la vie fait que tu as fait des choix qui t'ont fait avancer vers d'autres horizons. Donc, si tu me dis, est-ce que pour moi, ça a été difficile de quitter? Bah, oui et non, je veux dire, oui, pour le côté humain, c'est-à-dire que tu pars et donc il y a des gens avec qui tu travaillais, avec qui c'était un plaisir de travailler, avec qui tu as pu forcément travailler. Donc, je te dirais oui sur le côté humain, mais après, sur le côté avancé, non, parce que je suis bien, tu vois? Et j'avance vraiment comme je veux. Je travaille avec des gens qui sont de super qualité. Là, si tu regardes un peu ce qui se passe au Mamoudy Gym, ce qui en en 1 ou 2 semaines, les gens qui passent pour un groupe qui est nouvellement formé, c'est une salle de Muay Thai à la base. Et tu as Elias, tu as Ramzan, tu as Baki, tu as Yacine, tu as Saïd, champion du Brave, tu as Thomas Lubersen, numéro 1 mondial, tu as Yoni, numéro 2 européenne. Et en fait, tu as un melting pot de tous ces gens-là qui ont juste une volonté, c'est de s'entraîner ensemble et de se faire progresser dans un environnement qui est très petit, très familial et très fermé au final, parce que c'est pas une salle qui est ouverte à tout le monde, c'est une salle privée. Et moi, ça, j'adore. C'est parce qu'il y a un truc qui se construit avec une ambiance particulière, avec un système de travail. Et ça, c'est super plaisant. Ouais. Tu parles beaucoup aussi des camps, des gyms qu'il y a à l'étranger. Et Ouais. tu dis souvent qu'en France, on n'a pas grand-chose à envier aux salles étrangères. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu penses ça vraiment, toi qui as pu avoir la chance d'aller dans d'autres camps? Ouais. Pour faire un petit, tu vois, pour revenir un petit peu en arrière, quand il y a 10 ans, pour le coup, un peu plus de 10 ans, je finis mes études aux États-Unis. Je suis émerveillé, je suis dans une des plus grosses universités américaines et les moyens sont fous. C'est-à-dire que l'INSEP, c'est «nul» entre guillemets par rapport aux moyens qu'il y a dans l'université où j'étais. Il y a un stade de 110 000 places au sein de l'université. Donc il y a des moyens fous partout, les salles de sport sont dingues, les moyens sont fous. Bon, et moi je reviens en France et je me dis, quand je parle des États-Unis, je dis toujours: «Les États-Unis, c'est comme ça, les États-Unis, c'est comme ça». Et et là, il y a quelque temps, il y a 1 an, enfin, il y a un peu moins d'1 an, il y a 6 mois, je dis: «OK, j'ai du temps pour une fois, depuis toutes ces années, j'ai du temps à nouveau et je vais profiter de ce temps pour aller, bah, déjà au Mexique parce que, on m'a invité à faire un stage là-bas au Mexique, donc j'ai été faire un stage au Mexique et puis après, je vais aller aux États-Unis, je vais visiter non seulement les plus grosses salles de sport de combat là-bas et je vais visiter aussi les plus grosses salles de prépa physique et je vais voir effectivement, comment c'est là-bas, qu'est-ce qu'ils ont en plus, qu'est-ce qu'ils ont en moins. Et en arrivant là-bas, en fait, je vais dans les salles, je tourne. Alors, je me suis blessé assez rapidement, parce que mon objectif, c'était vraiment, en fait, normalement, c'était de tourner dans toutes les salles où j'allais. Donc, vous allez voir, les vidéos, elles vont sortir. J'ai beaucoup de problèmes, en fait, sur les vidéos à mettre les sous-titres en français. J'étais encore en train de me pencher dessus ce soir. C'est une galère, sans nom. Mais les vidéos vont sortir, mais à chaque fois que j'ai pu m'entraîner dans les lieux, je me suis entraîné dans les lieux parce que le but, c'est de voir, mais aussi de ressentir. Et quand on ressent, c'est particulier. Et donc, je vais là-bas et je m'entraîne avec les gens. Je m'entraîne chez Danaher, je m'entraîne chez Di Bravo, je m'entraîne au Kings MMA de Rafael Cordero. Je vais chez Henri Judo. Voilà, je fais une tonne de gym. Je vais chez Phil Darou, je vais au Performance Institute, etc.
Et quand je fais un pas en arrière et que je dis OK, je me dis OK, sur le MMA, quand j'étais au Kings MMA, j'étais chez Rafael Cordero, on a fait 8 fois 3 minutes en boxe anglaise. Bah, voilà quoi, enfin, il y avait rien de magique, il y avait pas, des explications particulières, il y avait pas de travail technique avant, il y avait pas de travail de technique après, il y avait pas, d'arrêt sur image pour travailler un point en particulier. Il y avait quelqu'un qui te donne confiance. Tu vois? Tu sens que Rafael Cordero, c'est un mec qui va te donner confiance dans tes capacités et tu vois? On a la théorie du sandwich en France, c'est-à-dire qu'avant d'annoncer la bonne nouvelle, tu vas mettre un petit peu de maillot. Rafael Cordero, tu vois? Il te met bien et puis après, il te dit les petits détails qu'il y a à travailler en plus. Mais il te met bien, donc il te donne confiance. Ça, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que techniquement, tu vois, quand j'ai été tourné là-bas, est-ce que j'ai vu un niveau technique particulièrement ouf? Non, franchement, j'ai rien vu de ouf. J'ai été à l'Ekeye, très sympa, il y a du niveau, hein, attention, il y a des mecs qui sont très forts. Mais j'ai pas regardé le cours en me disant: «Ça, c'est un truc qu'on peut pas faire en France». Plutôt, de manière générale, les cours que j'ai regardés, je me suis dit: «Bah, tout ce qu'on voit là-bas, on peut le faire en France», tu vois? C'est plutôt ce que je me suis dit. Maintenant, il y a des détails, il y a des choses sur lesquelles je me suis dit: «OK, là, ils sont forts». Le sol. Le sol, tu as une ceinture bleue, ceinture violette. Sur le travail de dessous au sol, typiquement, jiu-jitsu brésilien, il y a un niveau, un répertoire, un panel technique où je me suis dit: OK, les mecs, ils sont forts. Mais après, au sol, j'ai été dans certains des meilleurs clubs des États-Unis. J'étais chez Renzo, j'étais chez Eddie Bravo, j'ai été chez Cobrinha. Donc, peut-être aussi qu'il y a un biais cognitif, c'est que quand tu vas dans les meilleurs clubs, bah forcément, tu tombes sur des mecs qui sont très forts et du coup, tu te dis que le niveau est meilleur. Bon, euh, gros point, la lutte. Et ce que j'ai apprécié, j'ai hâte que cette vidéo elle sorte, j'ai filmé le frère d'Henri Cejudo, Angel Cejudo, il s'appelle. C'est un mec qui avait un record au lycée. Il avait un record de 152 à zéro. Il a pris zéro défaite, 152 victoires pendant tout le lycée. Et il a gagné les 3 années de lycée. Donc c'était un super lutteur. Et c'était en partie l'un des coachs de Henri Cejudo. Et donc lui, il a un club de lutte là-bas, qui est un des meilleurs clubs de lutte pour les jeunes, pour les lycéens aux États-Unis. Et ce que j'ai adoré, c'est que quand il donne ses cours de lutte, en fait, c'est pas du tout. Alors, déjà, le premier truc qui est intéressant, c'est qu'en début de cours, tu as énormément d'écoles gymniques. C'est propre à la lutte. Mais en plus, eux, ils l'ont vraiment développé. Donc, la séance, elle finit par. L'échauffement finit par rondade, flip, 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 salto arrière, roulade arrière, reflip. Tu vois, c'est une séquence de ouf. Et la plupart des jeunes, ils arrivent à le faire. Donc, tu vois, sur l'aspect gymnique, super fort. Et après, deuxième truc, le mec, il explique, il ose pas la voix, il ose pas le ton, il parle super tranquille, une voix tout douce, etc. Et même, il va dire, tiens, Brian, toi, sur cette technique, comment tu vois la chose? Et donc, Brian lui montre sa façon de sortir de cette technique de lutte, etc. Puis il dit, ah ouais, je pensais ça, tiens, et en fait, ils sont dans une collaboration. C'est un coach, mais en fait, c'est un guide. Tu vois, il est là et il trouve des solutions, ce dont on parlait tout à l'heure au début. Il n'est pas là en train d'imposer, les gars, il faut faire comme ça, et si vous ne faites pas comme ça, vous êtes nuls parce que vous. Non, il est là en train de dire, tiens, on va trouver ensemble des solutions pour que ta lutte, elle soit meilleure que ce qu'elle était avant. Et il a formé avec cette méthode-là, il a formé une des meilleures teams des États-Unis en lutte dans un État. Aux États-Unis, il y a des États qui sont très bons sur la lutte et d'autres qui sont pas bons. Dans un État, l'Arizona, qui n'est pas du tout connu pour la lutte. Et donc, son travail est super intéressant. Et donc, ce que j'ai vu, ouais, effectivement, sur la lutte, ils sont en avance. Sur le sol, je trouve qu'ils sont meilleurs que nous, de manière générale. Sur le sol, ils sont meilleurs que nous. Sur la lutte, ils sont bien meilleurs que nous. Et surtout, ils la travaillent beaucoup plus que nous. Nous, on pense qu'on sait lutter avant de savoir lutter. Sur le striking, je pense qu'on est bien meilleur qu'eux. Sur le MMA, on a une pédagogie qui me semble être meilleure, mais encore faut-il mettre l'accent sur la lutte aussi. Et après, sur le MMA, j'ai peut-être un biais cognitif, c'est le fait de, bah, moi, ce que j'ai vu sur le MMA pendant des années, bah, c'était le MMA Factory. Donc peut-être que j'ai aussi un biais cognitif là-dessus. Et après, je dirais que sur la préparation physique, sur les élites, par exemple sur Phil Daru ou sur Exos, j'étais chez Exos, c'est Phil Daru, très intéressant. Et pour moi, ils sont encore en avance là-dessus. Parce que ils incorporent tout de manière systémique, ils ont beaucoup de contenu à leur disposition, etc. Ils sont encore en avance. Maintenant, que ce soit Exos ou que ce soit l'UFC, le Performance Institute, ou que ce soit même la salle de Phil Daru, bah, nous, ce qu'on avait comme moyen matériel au Krebs, on n'a pas à rougir de ce qu'ils ont. Il n'y a pas une grande différence.
Par contre, quand ils filment, ça a l'air ouf. Mais vraiment, en vrai, ce qu'on a comme moyen technique au Krebs, c'est bien. Sauf que les instituts français, il manque 2 choses. Il manque un head coach. Il manque quelqu'un qui est à la tête de la performance et qui a une vision sur la performance, qui est pas un vieux dinosaure qui connaît rien au final à la préparation physique et donc qui fait des choix sans vraiment savoir où investir l'argent. Mais je te donne un exemple, au Krebs, on a une machine dans laquelle tu rentres quand tu es blessé au niveau des genoux ou des membres infs de manière générale, la cheville, le genou, la hanche, ce que tu veux. La machine, elle monte de l'eau dedans et donc ça t'allège ton poids. Il y a une machine comme ça au Krebs, c'est une machine qui coûte 70 000 balles. Tu as une chambre en hypoxie pour reproduire l'effet comme si tu étais en altitude. Une chambre dans laquelle il peut y avoir 10 personnes qui s'entraînent en même temps. Au Krebs, tu as des moyens de ouf, tu as des plateformes de force, tu as tout. Mais tu n'as pas un responsable de la performance qui connaît vraiment et qui coordonne tout ça et qui coordonne aussi la nutrition. Et là, sur la nutrition, c'est vrai que nous, on est un peu, en France, on est encore avec les cantines et tout. Alors que tu es dans un centre de performance, on devrait avancer là-dessus, tu vois. Donc, moi, ce que je vois, c'est il nous manque quelqu'un qui est à la tête, qui lead le bateau, qui dirige le bateau, qui l'emmène dans la bonne direction. Ça, c'est la première chose que je vois. Et après, deuxième chose que je vois, il nous manque de la médiatisation. Moi, au Crêpes, j'leur avais proposé plusieurs fois. Je leur avais dit, je fais venir quelqu'un, on filme et on montre les champions qu'on a, on montre les séances de prépa physique qu'on fait, on montre que c'est stylé, quoi, ici. Et les mecs, ils étaient super réticents. Oui, une caméra, est-ce qu'on peut, est-ce que machin. Et donc, tu as une lenteur, une lenteur du mécanisme administratif français qui fait que tout est compliqué, alors que dans entre guillemets, dans l'entrepreneuriat américain, bah, ok, tu as une bonne idée, vas-y, mets-la en place et on avance là-dessus. Et donc, je dirais, c'est ce qui nous freine un petit peu. D'accord. Et justement, pour parler des combattants, est-ce que tu as un regret sur certains combattants qui, si ils auraient fait les efforts nécessaires, seraient soit actuellement plus haut ou auraient pu aller plus haut? Oui, bien sûr. Je peux pas te Oui, citer mais de nom. sans rentrer dans les détails, sans donner de nom. Ouais, non, je peux pas te citer de nom, mais bien sûr. Bien sûr, on a tous vu n'importe quel entraîneur a vu passer des talents fous, des mecs, où tu te dis, «Waouh» quoi et beh, je t'en citais un parce que, lui ça va pas le déranger et parce qu'en plus moi j'ai jamais été son entraîneur, OK? Brice Delval, je sais pas si vous connaissez ce mec-là. Ce mec-là, Brice Delval, c'est un mec qui a été affronté Nong O au One Championship. Nong O au One Championship, c'est un mec qui est invaincu, qui a la ceinture du One, qui est en boxe, qui est invaincu au One Championship. Il a perdu avant, mais qui est invaincu au One, qui a tapé tout le monde. Il a tapé Fabio Pinca, il l'a battu. Il a affronté Mediz et tout, il l'a battu, mais il les a surclassés. Brice, on l'a appelé. Ça faisait 1 an qu'il ne s'entraînait pas. Il a été là-bas avec un camp d'entraînement de 3-4 semaines. Il a été là-bas. Il fait décision partagée, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui lui donnent la décision contre Nongo. C'est un mec qui a un talent fou et qui aujourd'hui, je ne sais pas où il est en train de jouer à la play dans un salon, tu vois, c'est même pas. Mais oui, dans les sports de combat, il y a des gens qui sont des surdoués, mais qui sont peut-être tellement doués, tellement forts dedans que ça les intéresse moyennement. Au final, ils sont là. Et puis finalement, c'est presque pour eux un jeu qui est un peu facile. Et puis ils sont là, et puis voilà, quoi, ils font autre chose parce qu'ils sont tellement doués qu'ils ne sont pas passionnés. Mais tu sais, c'est pas du tout un gâchis. Mais un mec comme Cyril Gane, c'est pas un passionné des sports de combat. Cyril Gane, tu lui parles du Pride FC, tu parles de, je sais pas, de Mark Coleman, d'Antonio Rodrigo Nogueira, tu lui parles, tu vois, des trucs sur lesquels nous, on va être incollables. Cyril, moi, il y a 1 an, je me souviens de regarder l'UFC avec Cyril, et il y a plein de mecs du roster UFC qui connaissaient pas. Parce que c'est pas un mec je sais même pas s'il regarde l'UFC en dehors des mecs qu'il doit affronter. Je suis pas sûr. Je pense pas. C'est un mec qui kiffe le basket, c'est un fan de basket, mais c'est pas un fan de l'UFC. Donc oui, et parfois c'est pas gênant, au contraire, tu vois, de pas être, Ouais. justement, de pas avoir ce côté, «Ah, je vais affronter Ernesto Hoost, c'est quand même ce monsieur». Bah non, le mec il dit: «Ouais, bah, je vais affronter, oui, à ce qui paraît, il est bon, on va voir ce qu'il donne», tu vois? On sait aussi que tu fais du coaching à distance. Je voulais savoir comment ça se passe si on veut te contacter. Est-ce que c'est à distance? Enfin, je veux dire,
Comment ça se passe si demain je veux être coaché par Nicolas Haute Ouais. et par Smart Et, Fight? Voilà. j'ai un programme que j'ai appelé programme transformation. L'idée du programme transformation, comme je dis toujours, c'est pas un programme personnalisé, c'est un programme personnalisable. Pourquoi je dis personnalisé, personnalisable? Personnalisé, c'est moi, c'est ce que je fais avec mes athlètes que j'ai en personne. Comme je te disais, je récolte des données, je regarde et ensuite, en fonction de toutes ces données, je vais définir quelque chose. Ça, c'est personnalisé. À plus grosse échelle, non seulement j'ai pas le temps de le faire, mais en plus, en réalité, la plupart des gens n'ont pas besoin de personnaliser. Ils ont besoin de personnalisable. Alors, c'est quoi personnalisable? La personnalisable, c'est par exemple sur la nutrition, je te donne une grille où, on va dire, il y a 3 niveaux. Niveau 1 de nutrition, c'est quand tu vas voir un diététicien. Il fait tch, il imprime une feuille, il y a marqué lundi matin 200 grammes de poulet. Et tu dois lundi midi 200 grammes de poulet. Et tu dois manger du poulet. Que tu aimes le poulet, tu n'aimes pas. Enfin, lundi c'est poulet, c'est obligatoire, c'est marqué dans la grille. Et puis, tu as un système, moi c'est ce que je fais. Tu as une grille avec des aliments que je recommande. Et je te dis, tu vois, sur la case protéines, tu peux prendre 200 grammes de ça ou 250 grammes ou 300 grammes. Selon ton poids, tu as une quantité qui correspond. Et puis, sur la case graines, féculents, tu as une quantité qui correspond. Sur les légumes, tu as une quantité, etc., etc. Ensuite, je te propose quelques plats, quelques recettes que tu peux utiliser, que tu ne peux pas utiliser. C'est juste des exemples pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Et ensuite, par contre, je te donne les outils pour que toi, tu modifies en fonction de ton emploi du temps. C'est-à-dire que moi, dans mon programme, je te recommande de manger 4 fois par jour, c'est-à-dire 3 repas plus un snack. Et toi, tu vas me dire, non, moi, je mange que 2 fois par jour. Je te dis comment passer de 4 à 2. Moi, je t'ai recommandé de prendre 2000 calories, mais toi, en réalité, tu veux faire une prise de masse et tu dépenses déjà 2500 calories. Eh ben, je te donne les outils pour que toi, tu saches comment augmenter le nombre de calories facilement. Et donc, ça, comment ça se fait? Eh ben, il y a un groupe Facebook dans lequel je fais un live. Juste après ça, je vais faire un live dans le groupe Facebook et je réponds non seulement à toutes les questions, mais en plus, on a 3 pesées par semaine. Donc, j'évalue en fonction des pesées, des résultats, des retours, etc. Et je donne des conseils par rapport à ça. Et donc, l'alternance de ce programme qui est, entre guillemets, presque figé, mais déjà très adaptable, tu vois, parce qu'il y a des catégories de poids, il y a des grilles, il y a plein de possibilités, et de mes conseils font que tu peux, en fait, il y a X personnes dans le programme, mais chacun peut avoir son programme à lui, entre guillemets. Et donc, là, je t'ai parlé pour la nutrition, mais il y a aussi l'entraînement, et pour l'entraînement, c'est la même chose. Par exemple, dans ce programme, un des exercices que je recommande, c'est le Bulgarian Split Squat. Donc, c'est un squat un peu particulier sur lequel c'est un travail unilatéral. Donc, je leur explique pourquoi, dans ce programme, ce mois-ci, je recommande le Bulgarian Split Squat. Et ensuite, je donne les outils à tous ceux qui ne peuvent pas faire le Bulgarian Split Squat de faire autre chose. Et donc, il y a une liste d'exercices qui dit, OK, tu ne peux pas faire celui-là. Bah, si tu dois régresser, on appelle ça une régression. Si tu dois faire un exercice qui est moins dur, voilà quel exercice tu peux faire. Si tu dois faire un exercice qui est plus dur, voilà quel exercice tu peux faire. Et donc, avec toutes ces adaptations, eh ben, on arrive à faire en sorte que tout le monde trouve son propre programme. Et en réalité, si j'avais coaché ces gens-là en personne, j'aurais fait la même chose. Sauf qu'au lieu de leur dire comment je l'aurais fait moi-même avec mon cerveau. J'aurais fait ta, 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 ok, on va faire cet exo parce que pour toi, dans ce contexte, dans cette salle, par rapport à ton emploi du temps, par rapport à tout ça, c'est le plus adapté. Je l'aurais fait de tête, sauf que là, je leur explique comment eux, ils doivent faire par rapport à eux. Tu as parlé de la dépense énergétique quotidienne que chaque personne peut avoir. Tu as aussi évoqué les macronutriments, à savoir les glucides, les lipides et protéines. Aujourd'hui, à l'heure où le numérique, on est dans l'ère du numérique, où toutes les informations sont disponibles, que ce soit sur Internet ou sur les différents réseaux, est-ce que toi, de ton point de vue, tu as vu une réelle prise de conscience au niveau des combattants de l'importance de la nutrition dans une préparation? C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. On a 2 types de combattants. On a le combattant qui dit: «Bon, je je vais gérer. Tu sais quoi? Je vais gérer, je vais me débrouiller et puis, ça va aller». Et puis, on a des combattants comme Taylor, ou comme d'autres combattants, là, je pense à Taylor, très carrés. C'est-à-dire que lui, même s'il sait, il préfère dire: «Écoute, moi, je préfère me faire guider sur une perte de poids. Comme ça, je sais précisément chaque jour
ce que je dois manger, quelle quantité, et en fonction de la variation du poids, est-ce que je dois manger plus, je dois manger moins, est-ce qu'on est bon par rapport au cut, etc., etc. Mais ce que je dis souvent, c'est que quand tu as travaillé longtemps avec quelqu'un, Nassour, sur la nutrition, on a dû travailler 4 ans ensemble. Damien, Nassour, Taylor, etc., etc. On a travaillé des années ensemble. Bah, au final, c'est pas que tu vas pas, au bout de 4 5 ans, tu vas pas lui donner une info qu'il connaît pas. Mais par contre, tu vas guider la personne dans des moments de doute. Tu vas guider la personne quand le corps, il commence à faire un truc bizarre, quand il y a une incertitude, quand on se rapproche du combat et qu'on commence à prendre des mauvaises décisions. Et donc, au final, tu vas presque plus empêcher des mauvaises décisions que, entre guillemets, prendre des bonnes décisions. Tu vas empêcher qu'on fasse des bêtises qui vont compliquer les choses. Et tu vas faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est pas comme si tu vas avoir une info qui est révolutionnaire et soudainement ton combattant, celui je parle, celui avec lequel tu travailles depuis longtemps, celui avec qui tu n'as jamais travaillé, effectivement, ça se trouve, tu peux arriver et dire waouh, là, ok, on va tout changer. Au fur et à mesure du temps, on va tout changer parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Mais pour beaucoup, pas, avec qui tu travailles depuis longtemps, non, tu vas pas tout changer. Mais par contre, ce que tu vas changer, ça va être très important. Et moi, ce que je dis souvent, c'est une réflexion qu'on me fait parfois. On me dit: «Ouais, mais Nico, tu as pas peur, au final en mettant ce que tu fais sur les réseaux, tu as pas peur que soit les gens piquent ce que tu fais, tu vois? Qu'ils prennent, qu'ils exploitent, qu'ils machin, soit que la concurrence fonctionne mieux, tu sais, les autres clubs et cetera et cetera». Et moi, ce que je dis, c'est qu'il y a pas de secret, en fait. J'ai pas peur de montrer ce que je fais parce que le seul secret, c'est le travail. Je vais te donner un exemple simple et ça va te parler. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai montré un exo sur lequel, Baki et Ramzan, ils serrent une balle très, très fort et ensuite ils passent sur une barre de traction et ils essaient de rester le plus longtemps possible sur la barre de traction. Et quand j'ai sorti la photo, j'ai peut-être mis peut-être des petits extraits vidéo, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en privé en me disant: «Ouais, Nico, c'est quoi comme exo? Ça fait quoi? Comment ça se fait?» et cetera. Et donc je leur ai dit: «Voilà, c'est ça, 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 ça». OK. Mais il y a combien de gens qui l'ont fait une fois? Il y a combien de gens qui l'ont fait 2 fois? Et il y a combien de gens qui vont le faire suffisamment de temps pour qu'il y ait des adaptations et que ces adaptations, elles soient durables? Et en plus de ça, il y a combien de gens qui savent à qui le faire, comment, quand, pendant combien de temps, et cetera? C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres. Il y a le paramètre travail, c'est-à-dire qu'il faut répéter la chose pendant longtemps et pour que ça ait des effets. Mais il y a le paramètre aussi, à quel moment je le place, pendant combien de temps je l'utilise, à quel moment j'arrête de l'utiliser, et cetera, et cetera. Que bah non, finalement, j'ai vraiment pas peur de montrer et ça me gêne pas parce que je sais que le seul secret au final, c'est le travail. Et celui qui le prend et qui suit le 1 pour 1000 qui va le prendre et qui va le travailler et qui va obtenir des résultats, et ben tant mieux pour lui, je suis content, à la limite, il l'a mérité. Le mec, c'est pas moi qui lui ai donné le résultat, c'est lui qui a travaillé tous les jours pour obtenir ce résultat. Donc, heu, donc voilà, je suis un peu parti de la question de base, mais non, le digital et la transmission digitale ne m'effraie pas du tout. Et Ouais, je et pense c'est que ouais. les seules personnes qui sont, excuse-moi, les seules personnes qui sont effrayées par ça, finalement, c'est ces personnes qui ont pas beaucoup de ressources. Si tu as si tu que un secret, une astuce, bah, tu es effrayé parce que tu te dis: «Si je donne ce truc-là, il y a plus rien à donner». Mais finalement, si tu as vraiment développé un système avec des méthodes, des outils et cetera, tu tu peux je peux te le donner, il y a pas de souci, il y a d'autres choses derrière. Il y a plein, plein, plein d'autres choses. C'est vrai, ça se voit et au vu de ton Instagram, j'ai pu, regarder toutes tes stories, que tu fais. Vraiment, c'est un mythe, en conseil. Après voilà, faut l'appliquer comme tu dis. C'est ça. Mais, Et vraiment, belle mentalité d'offrir, autant, au public et aux personnes, c'est une richesse vraiment. Euh, Toi, comment tu t'adaptes selon les différents morphotypes que tu as? Parce que des fois, on a certains combattants qui ont un métabolisme extrêmement rapide et qui fait qu'il va falloir qu'ils ingurgitent pas mal de calories pour pouvoir mmh tenir la route parce qu'ils ont besoin de carburant. Toi, justement, face à tous ces différents morphotypes, que ce soit quelqu'un qui est endomorphe, ectomorphe ou mésomorphe, comment tu t'adaptes? Alors, ce qui est super intéressant déjà, alors on peut les stipuler, mais ce qu'il faut savoir, ectomorphe, endomorphe, mésomorphe, tu sais, c'est des trucs qui ont été créés par un psychologue. C'est-à-dire que, c'est un psychologue qui est, je sais pas, je crois 1950-1940, je sais plus quand exactement, et qui regarde et qui dit: «Ah ouais, lui,
lui, il est gros, il doit pas être très actif et puis, lui, il a tendance à être plutôt gros. Ah non, lui, il est musclé, lui, c'est un mec qui fait beaucoup d'activités et puis il est musclé et puis non, lui, il est fin, il fait beaucoup d'activités, il se dépense beaucoup, il n'arrive pas à prendre et en fait, c'est pas vraiment bon. Même si, au final, oui, tu regardes, il y a des gens qui sont un peu plus mais la base de ce truc-là, c'est une base qui est pas super scientifique. Après, comment je m'adapte? Tu as un mec qui dépense beaucoup de calories, tu as un mec comme moi qui dépense beaucoup de calories ou comme Yuri, Vegetarian. Le mec, c'est une machine à dépenser des calories et puis d'un autre côté, tu as un mec qui dépense moins de calories. Et ben, l'adaptation, elle est simple. Il me faut 2 éléments: ce que tu manges et l'évolution de ton poids. Si j'ai ces 2 éléments, je sais sur quoi jouer. Si une fois que j'ai les 2 éléments, OK, je te fais manger ça, tu perds du poids. Il faut manger plus. Ensuite, la question, c'est comment je te fais manger plus? Eh ben, on sait par exemple que si tu manges liquide, bah, c'est beaucoup plus calorique que si tu manges solide. C'est-à-dire quoi manger liquide, manger solide? Bah, je donne un exemple, je peux manger une pomme. Ah, je mange une pomme, la fin de la pomme, j'ai plus trop faim, quoi. Ou je peux prendre un jus de pomme. Dans un jus de pomme, il y a combien de pommes? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir du moment où tu transformes le solide en liquide, je peux manger une compote ou je peux manger une pomme. Je peux manger de la confiture ou je peux manger une pomme. Dès que tu liquéfies quelque chose de solide, ça devient beaucoup, beaucoup plus calorique pour la même quantité, pour la même sensation de faim. Et donc, si j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de manger beaucoup, eh ben, je vais essayer de lui faire ingurgiter un maximum de calories de façon liquide. Et donc, moi, une des astuces pour ceux qui veulent, c'est le shaker qui peut être plus ou moins calorique, le shaker de protéines. Alors, le shaker de protéines, c'est pas le gainer. Parce que le gainer, en fait, on te met du sucre avec de la prot. Moi, Exactement. au lieu du gainer, ce que je propose, j'appelle ça le gainer multivitaminé. Donc, tu te fais un smoothie. Le smoothie, c'est l'ennemi de celui qui veut perdre du poids. Par contre, c'est l'ami de celui qui veut prendre du poids. Tu te fais un smoothie et dans ton smoothie, tu rajoutes de la protéine. Premier gainer multivitaminé. Tu as les vitamines et en plus, tu as la protéine. Magnifique. Deuxième possibilité, le milkshake multivitaminé. Le milkshake protéiné, je veux dire. C'est-à-dire que tu mets de la banane, tu mets de la fraise, tu mets du lait. Tu peux mettre du lait, Amande. je me rappelle, lait complet, comment on dit, du lait entier. Tu mets du lait entier et tu rajoutes ta protéine. Et tu as un truc qui est méga calorique. C'est un truc, tu peux même mettre un peu de chantilly si tu es vraiment en prise de masse. Tu as un truc, tu as 1000 calories dans le truc, mais qui peut pas manger un bon milkshake, tu vois? C'est super facile à ingurgiter, c'est super calorique. Et donc, a avec des petites astuces comme ça, tu peux combler. Mais voilà l'idée. L'idée, c'est toujours d'avoir les 2 choses. Comme je disais sur le cardio, OK, tu as un déficit sur le cardio. Déjà, combien tu vois, moi, ça m'arrive, il y a des mecs qui me disent: «Ouais, sur le cardio et tout». Je dis: «OK, heu, tu mets le cardio et puis on va regarder». Sauf que les mecs, parfois, ils sont pressés. À la fin de la séance, ils veulent que je leur donne une info. Je dis: «Oui, j'ai 1 ou 2 infos sur une séance, mais j'ai besoin de plus. On va regarder sur une semaine, on va regarder sur 2 semaines, on va regarder sur 3 semaines, on va regarder sur un mois». Quand j'ai un mois, je commence à avoir des données solides. OK. Maintenant, je dis: «Il y a un mois, il y a 30 jours. Sur 30 jours, tu t'es entraîné combien de jours?» «Ah ouais, tu t'es entraîné 15 jours». Bah, ça va être dur parce que les adaptations cardiovasculaires, elles partent très, très vite. Donc déjà, tu t'es entraîné que 15 jours. Ou effectivement, sur 30 jours, tu t'es entraîné 25 jours. Donc le volume est suffisant. Par contre, sur tes séances, tu n'as que 2% dans la zone rouge. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est 10% dans la zone rouge. Donc tu vas pas assez dans la zone rouge et quand tu y vas, tu vas même pas assez haut. C'est-à-dire que tu frôles le début de la zone rouge, mais tu vas pas vraiment ton max. Ton max, de tout ce qu'on a vu sur le mois, il y a une fois où tu es monté à 190, mais le reste du temps, quand tu montes à 181, 182. Donc moi, ça ne me suffit pas. Et donc, tout ça, si j'ai les données, bah, je peux aller dans le très, 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 très précis. Et puis, si j'ai pas les données, bah, tu peux pas faire aussi précis. Et c'est là où le professionnalisme de celui qui est encadré, de celui qui a des objectifs, il rentre en jeu aussi. Parce que finalement, bah, être capable de prendre en photo tout ce que tu manges ou d'être capable de mettre un cardio-fréquence mètre à chaque séance et pas oublier, etc., bah, ça fait partie du professionnalisme d'un athlète qui veut progresser et jouer sur les petits facteurs. J'ai une dernière petite question. Ouais. Quand tu accompagnes un combattant, à la fois sur le plan physique, mais aussi nutritionnel, euh, quelle est pour toi la meilleure récompense? Est-ce que c'est peut-être d'avoir fait une bonne préparation pour son combat ou alors uniquement la victoire?
Non, la meilleure récompense, c'est toujours la victoire. On est, moi, je suis compétiteur dans l'âme. C'est-à-dire que j'aime bien gagner. Et je le dis aux gars, hein, même aux gars que j'entraîne, je dis: «Écoute, je vais me déplacer, je vais t'accompagner à tel endroit, mais on n'y va pas pour perdre, on y va pour gagner». Donc non, la belle récompense, c'est la victoire. Maintenant, il y a des victoires sur lesquelles tu as fait le job et il y a des victoires sur lesquelles le job, il est pas fait. C'est-à-dire que tu peux perdre le combat et dire: «OK, nous, on a travaillé sur la nutrition ou sur la prépa physique, le job a été bien fait et physiquement, tu t'es senti bien, mais tu as perdu le combat parce que, techniquement, tu étais pas là» ou et cetera et cetera. OK, ça, c'est une chose. Ou tu peux, gagner le combat, mais tu dis: «Écoute, on a gagné le combat, effectivement, on a fait le poids, la prépa physique, ton cardio, c'était nul dans la cage, mais tu es un roublard, tu as gagné le combat. Maintenant, pour le prochain camp, il va falloir quand même qu'on soit un peu plus sérieux sur ça parce que ça va pas passer à chaque coup». Et donc voilà, donc tu fais un point quand même là-dessus, mais la vraie satisfaction, ça reste quand même la victoire. On est là pour gagner, hein. Et quelle a été justement ta plus belle victoire en tant que préparateur? En tant que préparateur physique, ma plus et ben, tu sais, en tant que préparateur physique, un des trucs qui m'a le plus fait kiffer, c'est, ces filles du volley, que je préparais et qui atteignaient des performances qui étaient exceptionnelles. Et ça, c'était un premier gros kiff pour moi parce que je les voyais évoluer et passer vraiment de rien. Tu vois, c'était des filles qui avaient jamais fait de préparation physique auparavant. Et quand au bout d'un an, 1 an et demi, moi, je me rappelle de préparateurs physiques qui passaient et le mec, il regarde et il dit: «Mais il y a combien sur la barre?» Et il dit: «Il y a 50 kilos, c'est incroyable ce qu'elle fait». Je dis: «Non, non, il y a 70 kilos là sur la barre». Et la fille a fait un power clean et elle a 16 ans et elle-même, elle fait 70 kilos. Et le mec, il me regarde et il hallucine, quoi. Et, 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 et le geste est propre, les pompes sont propres, les squats sont bien faits, le power clean est magnifique. Et à l'époque, le volley, ils avaient un nouvel entraîneur et ils avaient un mec, c'était un fou de stats. Et donc, il a fait des stats sur tous les crêpes de France. Tous les crêpes de France, il a pris chaque joueuse, l'âge, la taille à laquelle elle est rentrée, les performances du début, les performances d'amélioration, etc. Et quand il a sorti son rapport, il a dit à tous les crêpes de France, sur la préparation physique du volley féminin, il a dit: «Il faut prendre exemple sur ce qui se passe à Châtenay-Malabry. Parce que, ce qu'ils sont en train de faire et cetera, c'est magnifique». Et ça, c'est une belle récompense parce que c'est une récompense d'un mec qui me connaît pas sur vraiment sur des performances, sur des stats, c'est précis et cetera. Ouais, ça c'est beau, c'est beau. Et après, ouais, après il y a plein, j'ai plein de souvenirs, plein de super souvenirs, tu vois? Mais ça c'est un truc, qui m'a fait vraiment kiffer. Nicolas Haute, combattant, est-ce qu'on pourrait revoir ça un jour ou Yes? pas? Combattant, est-ce qu'on pourrait Ouais. dans, dans les salles d'entraînement? Non, sur le sur le tatami, vraiment, enfin en cage ou quelque chose comme ça, je ne pense pas. Après on ne sait jamais si un jour j'ai un coup de folie, et cetera et cetera. Mais honnêtement, c'est pas dans mes objectifs, c'est pas, je me suis détaché de ça. De ma performance à moi en tant que combattant, je m'en suis détaché. Après, on ne sait jamais, tu vois? Je peux avoir un coup tu vois? Tout à l'heure, je regardais un match de lutte, de Zélim Khan et je me disais: «Tiens, j'aimerais bien faire une compétition de lutte en France», tu vois? Mais tu vois, on est dans un autre truc, c'est même pas un truc que j'ai fait auparavant, ce serait un truc pour me faire kiffer, tu vois? C'est différent. Mais sinon, je pense pas. Vraiment, faut comprendre que l'activité de coach que j'entreprends, de coach, de préparateur physique, de nutritionniste, elle me prend vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et il faudrait vraiment que je mette beaucoup de choses de côté pour pour combattre dans des bonnes conditions. Combattre et s'entraîner pour le combat dans des bonnes conditions. Combattre, c'est pas dur en soi. C'est-à-dire que tu signes le truc, tu te pointes le jour et tu combats. Mais combattre en ayant fait une bonne prépa et en faisant une belle performance, c'est ça que tu veux. Surtout si tu reviens pour un combat, il faut que ce soit un beau truc, quoi. Et là, ouais, ça demanderait. Par contre, moi, m'entraîner, oui, m'entraîner, continuer à progresser, tu vois? Il y a des trucs sur lesquels je veux vraiment continuer à progresser et ça me tient à cœur, oui. La légalisation du MMA en France, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de l'engouement, des sollicitations Ouais. pour t'entraîner pour... Alors pas pour moi. Ouais, Non, en toute humilité, en toute modestie, honnêtement, j'avais déjà un un planning qui était
blindé avant la légalisation du MMA. Donc, en termes de quantité de travail, ça n'a rien changé pour moi. En termes de médiatisation, ça n'a rien changé non plus. Par contre, sur l'engouement de la discipline en France, sur les événements qu'il y a en France, tu vois, c'est magnifique de voir des événements qui sont en France, des beaux événements qui ont lieu régulièrement. C'est magnifique, quoi. Et puis, il y a un engouement autour de Cyril, autour du match Cyril-Francis. Enfin, tu vois, tout ça, non, moi, ça, je trouve ça génial. Et je pense que, effectivement, moi, je ne le ressens pas aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah là, je vais dire, waouh, il y a une vraie différence aujourd'hui et il y a un vrai engouement et c'est vraiment différent. Là, sur le très court terme comme ça, non, moi, à mon échelle, je ne sens pas énormément de différence. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, on a un petit quiz qu'on appelle le Five. C'est 5 petites questions à réponse unique et tu le réponds comme tu le sens. Magnifique. Alors, tu es plutôt tapis de course ou vélo elliptique? Oh putain, j'aime aucun des deux. J'aime bien le rameur. Désolé les gars. J'aime bien le rameur. Le rameur, je trouve que c'est un outil formidable parce que tu prends toutes les données, parce que tu as une fonction de tirage, ce qui est super important pour nous dans les sports qu'on fait, parce qu'il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc sur les genoux. Donc, si tu mets un poids lourd sur un rameur, ça ne pose pas de souci. Super intéressant rameur. Et en plus, tu achètes un rameur de très bonne qualité. Ça coûte 800 euros. Tu vois, entre 800 et 1000 euros, tu as un concept 2. C'est la meilleure qualité de rameur qui existe. C'est un truc, ça dure 10 ans, c'est incassable. Tu achètes un tapis de course, un bon tapis de course. Nous, on avait un tapis de course au Crêpes, c'est un bon tapis de course, ça vaut quasiment 10 000 euros. Tu vois, un bon elliptique, ça vaut 5 000 euros. Et c'est un truc, ça peut casser. Voilà. Donc, le rameur, tu vois, outil suprême cardio, si tu dois avoir un outil cardio, c'est un rameur. Oh, c'est formidable. Training le matin ou le soir? Le matin. D'accord. Je suis et du training le matin. Je ne sais pas si tu veux qu'on allonge un peu sur les Comme tu questions. le Ok. sens. Je suis et du training du matin et training court. J'aime beaucoup les trainings de 1h15. Attends. Ouais, 1h15. Bien. On vient, on fait l'échauffement, on fait l'entraînement, on finit, boum. Parce que quand tu fais 1h15, tu peux faire quasiment 3 entraînements dans la journée si tu veux. Si tu es un professionnel, tu peux en faire 3. Même si tu en fais 2, tu as fait 2 entraînements qualitatifs, tu peux en faire 10 entraînements comme ça dans la semaine. Tu as un beau volume d'entraînement de qualité. Je suis vraiment centré sur les entraînements 1h15, 1h30 maximum. Tu vois, 1h30 avec l'échauffement, avec la récup, avec le débrief de fin, etc. Et tu es plutôt, alors, post-training, repas solide ou liquide? Solide. D'accord. Ouais, c'est lié au fait que, tu sais, nous, par exemple, au Mamoudier, les entraînements, c'est 10h midi. Donc forcément, à midi, tu finis, tu vas manger ton repas, quoi. Ton vrai repas du midi. Donc forcément solide. Snapchat ou Instagram? Insta. J'ai pas Snapchat. J'avais au tout début, les mecs, au tout début que j'ai commencé Insta d'ailleurs, les mecs ils me disaient ouais, faut se mettre sur Snap, faut faire de la pub et ça marche bien et tout. Donc j'avais essayé, je comprenais rien, je me filmais, les mecs ils rigolaient quand je me filmais, c'était nul. Donc j'ai supprimé le truc et donc je me suis focus sur Insta, mais en vrai de vrai, tu sais, moi j'ai un gros compte TikTok. Je sais pas si vous savez les gars, vous avez regardé déjà? Ouais, on J'ai n'est pas huit- trop sur TikTok, mais j'ai vu que tu t'étais lancé dessus. Ouais. J'ai 800K sur TikTok. C'est pas mal. Ouais, c'est un truc de fou, mais j'y vais quasiment jamais, mais j'ai mis des vidéos qui ont méga marché. Et non, par contre, là, je suis sur YouTube, et YouTube, c'est de la tuerie. J'adore YouTube. En même temps, le contenu que tu proposes, il déchire. Franchement, C'est vrai? ouais, j'adore. Les vlogs, on a vu. Enfin, j'ai hâte de voir la suite et les analyses aussi que tu fais sur les combats. Justement, tu t'étais pas trop prononcé pour Francis Ngannou, Cyril. Ouais, Je faisais ouais, partie des gens qui attendaient que tu fasses. Tu as fait le ouais. débrief, t'as pas fait l'avant. Bon, mais en tout cas, vraiment, les J'avais fait amis. l'avant, hein. Francis contre Cyril, j'avais fait l'avant. Ouais, mais je J'avais veux fait dire, une. moi, Ngannou. j'attendais ton, Ah ouais, sans donner mon avis. Voilà, et c'était vraiment. Mais les amis, allez voir vraiment cette chaîne YouTube. Je pense qu'il y a encore beaucoup qui arrivent, sur notamment. Ben, j'attends aussi celle Tous les US. où tu as été. Voilà, tous les US. J'attends énormément ces vidéos. Ouais. Ça déchire. Et tu me dis, tiens, je reviens juste sur un point, parce que là, Ouais, tu as vu, j'ai vas-y. lancé le format brut. Le petit extrait de Thomas Oui, je l'ai Anderson, vu. je sais pas si tu as vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Et ça, c'est cool.
J'ai mis, tu sais, parce que nous, on a des vidéos comme ça, on en a une tonne en fait. Et je me suis dit, ça se trouve, les coulisses de comment ça se passe à l'entraînement, sur des petites actions d'1 minute, etc., ça peut intéresser. Et donc, je l'ai mis. J'en ai une sur Yacine Bouganem qui tourne avec Alexis Barbosa, Nicolas, là, le champion de boxe française. J'en ai une que je n'ai pas sortie encore. Je vais la sortir cette semaine. Mais si c'est un format qui marche bien, j'en sortirai fréquemment parce que ça, pour moi, c'est tellement facile. C'est mon quotidien, quoi. Donc, c'est tellement facile de sortir des vidéos comme ça que si ça marche bien et si vous kiffez, j'en sortirai d'autres des comme ça. Et la dernière question, Ouais. elle est magique. Il faut que tu me répondes parce qu'on est 2 teams séparés. C'est plutôt iPhone ou Samsung? Ah, et ben, écoute bien. Moi, là, vous êtes en stress là. Moi, j'étais chez Samsung depuis toujours. C'est-à-dire, j'étais le premier à vanner les gars qui avaient des iPhones, etc., etc. Et après, j'ai acheté pour des raisons professionnelles. J'ai acheté cet outil magique là. Ok, la iPad. tablette. Donc forcément iPad parce que en tablette c'est iPad forcément. Outil magique. J'ai acheté la tablette, j'ai acheté le clavier, j'ai acheté le stylet, j'ai acheté la souris, j'ai acheté et donc j'ai acheté l'iPhone. Et en fait, ils m'ont séduit à partir de l'iPad, tu vois. Quand j'ai eu l'iPad et j'avais les trucs, je dis mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire je déclenche ça, ça se met directement là, ça se met sur le truc, tu mets le truc, ça bug. Et j'ai tellement kiffé que c'est ça qui m'a fait acheter l'iPhone. D'accord. Et voilà l'histoire. Le dernier mot de la fin pour toi, si tu as un Ok. message à faire passer ou une information, quoi que ce soit. Non, pas spécialement de message. Smartfight.fr pour ceux qui veulent me suivre. Smartfight.fr sur YouTube. Je crois qu'on me trouve sur Nicolas Haute aussi maintenant. Donc Nicolas Haute ou Smartfight. Sur Insta, smartfight.fr. Merci beaucoup les gars pour l'invitation. C'était super sympa. Merci à toi, Nico. Vraiment, Voilà. merci beaucoup. Les amis, n'hésitez pas à aller suivre Nico, que ce soit sur les réseaux ou alors sur son site internet Smartfight. Et Si sur vous avez MyProtein aussi, les gars. Et Sur sur MyProtein aussi, les gars, ils vous Ouais. expliquent des choses, mais allez voir. C'est le moment de changer, les amis, n'hésitez pas. Merci à toi, Nico, et puis on te souhaite une très bonne continuation. On n'hésitera pas, nous, à te suivre sur tes réseaux pour voir un peu ce que tu proposes, parce que tu proposes un contenu de qualité et qui est très instructif aussi également. Donc, c'est tout bon pour nous. Merci beaucoup les amis. Avec grand plaisir. Salut. Merci, Nico. Salut.